Salut tout le monde! On poursuit ce marathon des lives aujourd'hui avec un invité de marque, hein, parce qu'il, non pas qu'il s'appelle Marc, mais on a Adrien aujourd'hui qui va se présenter, qui va nous parler un petit peu de son parcours, son background et un petit peu son expertise avec la reprogrammation neuropostale. Salut Fightform! Donc Adrien, c'est Fightform, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui connaissent plus son pseudo Instagram. C'est ça, Fightform que Adrien. Donc Adrien, c'est Fightform. Alors, le temps qui se connecte, donc on attend en même temps que les gens se connectent. Salut Fightform! Salut, salut, ça va? Ça va et toi? Je disais aux gens justement que tu étais plus connu sous le nom de Fightform que de Adrien, mais en tout cas, c'est la même Ouais, personne. c'est drôle. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, d'aller dans des séminaires il y a quelques années en arrière et on me disait, ah, mais t'es fight form, etc. Ouais, 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 Et c'est la même personne, c'est en ça. théorie. C'était mon nom de scène pour un peu mieux camoufler mon vrai nom à une époque. Ça doit être ça. Attends, j'ai juste un peu le son. Parfait. Bah écoute, merci d'avoir accepté ce live. Faut dire qu'Adrien, c'est lui quand même qui a chapeauté tout ce marathon des lives, donc bravo à lui. Et du coup, aujourd'hui, c'est lui qui passe à la casserole, comme on dit. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu pouvais te présenter un petit peu. Donc Adrien Chartier, 38 ans. Donc à la base, prépa physique dans les sports de combat, même si j'ai dévié pendant quelques années parce que j'ai été gendarme pendant plusieurs années. Et après, je me suis retourné vers les sports de force, vraiment vers la préparation physique opérationnelle pour la gendarmerie pendant longtemps, parce que j'ai assuré la préparation physique pour les militaires où j'étais, j'ai encadré les sports de combat, un peu de tir aussi, etc. Et puis après, je me suis recentré beaucoup sur les sports de force, parce que j'ai travaillé pour une fédération française de sport pendant 6 ans. Et puis voilà, il vient un temps où j'ai croisé la route de Seb et de Romain. Et à un moment, à force d'échanges, etc., on s'est dit, punaise, moi, je pense qu'on a accumulé pas mal de choses. Et c'est dommage que les gens aient besoin de faire autant de formations que nous pour comprendre certaines choses. Et à l'ego, est-ce que ça vous tente de proposer quelque chose? Et on a lancé une belle aventure, je pense, il y a 2 ans et demi. C'est que le début de l'aventure. C'est un des premiers chapitres. Mais bon, Ah, on laissera je ça le pense temps. qu'on n'est même pas à 10% de l'aventure, là. C'est ça. Tu as parlé beaucoup de choses. Tu as parlé de sport, tu as parlé de gendarmerie, etc. C'est vrai que tu as une spécialité. Déjà, fight form. Forme, il y a du fight, il y a du combat. Tu pourrais un petit peu expliquer ton background sportif et ce qui t'a amené justement vers ce côté de la reprogrammation neuroposturale. Ouais, bah alors, bon, dans un premier temps, Fight Form, pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est tout bête. J'ai piqué le nom à mon père parce que mon père est éducateur sportif, Il s'appelle ancien fight form ton militaire. père? Ah Non, ouais, non, ok. mais ancien éducateur sportif. Enfin, il est éducateur sportif, ancien militaire. Donc pendant, je sais pas, il a fait plus de 20 ans dans l'armée et il en avait marre de l'armée et il s'est reconverti. Il a passé plusieurs brevets d'État et il a monté un truc comme lui, il est vraiment spécialisé dans le tennis de table. Il appelait un truc qui Ok. s'appelait ping form. Tu vois? Ok. Et donc moi je me suis dit bon comment je vais appeler mon truc, moi c'est plus les sports de combat. Bon je me suis dit hop allez fight form ça sonnait bien, ça faisait un peu américanisé et puis ça rejoint un petit peu le côté prépa physique et le côté sport de combat qui m'anime quoi. Excellent. Et aujourd'hui, donc tu es plus spécialisé en neuro, on va dire, Ouais. neuro, posturo, programmation neuroposturale. Comment tu intègres ça dans le sens où, qu'est-ce qui t'a amené justement à ça, en partant de toute cette base, on va dire, que ce que tu as vu avec les combats, la prépa physique, pour t'emmener justement vers ce côté reprogrammation neuroposturale et les concepts Ok. qui sont évoqués. Alors euh, à 18 ans rapidement tu sais j'étais intéressé pour devenir coach tu sais en boxe et puis ça avait vraiment intéressé je pense mon ancien prof de boxe de vite me donner des cours aussi à faire et euh, et tout de suite j'ai dit moi je m'intéresse à la prépa physique des mecs dans la boxe etc et on avait des athlètes qui faisaient des championnats de France etc bon par la suite après qui ont fini un petit peu plus haut et, euh, et l'idée, c'était de me dire, bah, moi, je suis vraiment un pur technicien parce que je viens du karaté et j'aime la technique parfaite. Et donc, je formais les mecs, je leur faisais faire de la prépa physique, j'essayais de les corriger, et puis je voyais qu'il n'y avait pas toujours une technique parfaite. Et là, je restais tu sais, sur ma faim. Et après, je suis allé dans les sports de force où là, où je suis arrivé vraiment à me dire, punaise, je fais du renforcement musculaire,
2 fois plus de dos que de pec, etc. Classique. Et ça changeait rien, tu vois. Ouais. Ça changeait rien. Et, et quand j'ai commencé à m'intéresser, il y a eu un gros changement, c'était en 2013. Je me blessais, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Double tendinite chronique hein, aux 2 épaules qui ont duré pendant 2 ans. Je commençais à avoir des douleurs au niveau creux poplité du genou gauche. Et là, je me dis, bon, je suis blessé tout le temps, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ça faisait quelques années que je suivais Christophe Cario. J'ai commencé à aller me former chez lui. C'est pour ça que j'ai fait venir d'ailleurs Christophe la semaine dernière. C'était vraiment intéressant de pouvoir le remettre sur le devant de la scène parce que c'est grâce à lui que je me suis intéressé à tout ça. Et là, il y avait une façon différente de bouger. Donc, je me suis beaucoup intéressé à tout ça, tu sais, les automassages, les mobilisations articulaires, les mobilisations tractées, le mouvement. J'ai commencé à me former en FMS. Donc, il a fait un petit peu les mentions de ça pendant son live la semaine dernière. Donc, je me suis formé au Functional Movement System. C'était vraiment la base il y a quelques années, tu sais, quand tu voulais faire du mouvement. Et donc, FMS niveau 1, niveau 2. Et là, je donnais des protocoles à des gens. Des fois, il y avait des améliorations. Des fois, il n'y en avait pas. En tout cas, ils passaient 30 minutes à 45 minutes sur un protocole quand ils le faisaient, parce que c'était Mhm. long pour eux. Mhm. Il y avait des améliorations quand les mecs le faisaient vraiment bien, mais pas tous. Et tu sais, quand je commençais à être cadre fédéral, où je donnais des formations, vous voyez, je sais pas, j'ai formé des centaines de personnes par an pendant 6 ans. Et là, je me disais, bon, je leur faisais tous le même truc. Automassage, pied droit, tu testes la mobilité. Automassage, pied gauche, tu testes la mobilité. C'est truc bateau et qu'on fait des fois dans nos séminaires pour montrer un petit peu ce qu'il en est. Et là, il y a des gens, ça marchait, des gens, ça marchait pas. Mais j'avais pas de réponse. Je me disais juste, bon, je sais pas quoi vous Mhm. dire, les gars. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Et après, bon, l'intérêt de la neuro, où on s'est beaucoup formé à la neuro. Et là, je me suis dit, bon, ouais, la neuro, il y a vraiment un game changer. Ça me permettait d'avoir la compréhension de tout ce que je faisais en termes de mouvement, de pourquoi je n'arrivais pas, en fin de compte, à améliorer les gens quand je faisais 2 fois plus de tirage que de poussée. Pourquoi ça ne marchait pas tout le temps quand les gens faisaient des automassages ou des circuits de mobilité. Et on est passé sur des exercices qui duraient, on est passé de mobilité qui durait 5-7 minutes en début d'échauffement à 2 minutes de neuro en début Encore d'échauffement ou encore de 5-7 l'entraînement. minutes, c'est déjà, pour certaines personnes, c'est déjà très court, tu vois. Il y en a certains, c'est Oui, un peu plus long. je me voyais pas faire à l'époque. Ça commençait à être le courant, tu sais, des 15-30 minutes. Mais déjà, à l'époque, quand on faisait des automassages, on nous regardait bizarrement, tu sais. Mais qu'est-ce qu'ils font les Ouais. mecs? Maintenant, c'est devenu monnaie courante. Mais tu vois, c'est presque comme on dit, tu vois, le Canada ou les États-Unis, ils ont 20 ans d'avance sur nous. Mais là, nous, on avait peut-être de l'avance. Et maintenant qu'on a encore un peu plus d'avance, parce que on continue à se former en permanence, à se remettre en question, on se dit, ouais, les gens, ils sont peut-être en retard quand ils commencent à s'intéresser aux automassages. Ouais, et 100%. Je nuance quand même sur le côté le Canada et les États-Unis sont en avance. Je parle pour le Canada, étant donné que j'y suis, pour avoir échangé avec beaucoup de personnes. Ce qu'on fait ici, ça n'existe pas non plus. Donc, enfin bref, Bientôt, je bientôt, ça va bifurque. changer. Exact. C'est super intéressant ce que tu as dit. Moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment fait pop dans la tête là dans ce que tu as dit. La première, c'est que surtout que c'était des problématiques personnelles. Du coup, Hmm. ma question, c'est est-ce que ça a pu régler ça ou est-ce que c'est juste un élément de l'équation? Et la deuxième chose, c'est que ça t'a fait gagner beaucoup de temps sur les échauffements. Tu pouvais un petit peu développer ces aspects-là? Écoute, super truc. Au début, je me suis vite retrouvé confronté. Tu sais, on est des passionnés. Tu apprends un truc, tu vois que ça marche, tu veux que tout le monde le sache, tu vois, et que tout le monde le fasse. Donc, moi, je suis arrivé et j'ai dit, allez, tout le monde fait de la neuro, etc. Les gens, ils me regardaient, ils me disaient, what the fuck, arrête de nous saouler avec tes trucs, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois, de travailler une balle à picot sur une certaine partie de la main pour renforcer quelque chose. Et donc, je me suis vite dit, tiens, dans le brevet fédéral deuxième degré que je donnais là pour la Fédé, il y avait une partie mise en pratique de protocole de force, tu vois. Ok. Et donc, je me suis dit, tiens, pendant vos temps de pause, vous allez tester des choses. Donc, je regardais comment les mecs ils tiraient à la première série, je voyais des déséquilibres, je disais, tiens, toi, tu as un déséquilibre là, fais ça comme exercice. La deuxième série, je refilmais, le mec, il était droit. Tu montais ta barre en haltéro, il y avait des déséquilibres, peut-être antéro-postérieur, vestibulaire, enfin bref, tu vois, tout ça, tout ça. On fait un avant-après. Pendant 2-3 minutes de pause, tu vas faire un exercice pendant tes 2-3 minutes de pause. Et puis après, on revoit ce que ça donne. Et là, il y avait des changements et une adhérence, en fait, une adhésion, tu vois, tout de suite Hmm. à la compréhension. Les gens, ils ont besoin quand même de faire pour comprendre. Et on est pareil, tu vois, on se blesse nous et on va chercher des solutions pour s'améliorer. Et les gens qui sont un peu dans la rehab, c'est souvent le cas, quoi. Excellent. Question pour toi par rapport à ce que tu as évoqué. Donc déjà, moi, ce que j'aime bien,
c'est bon, de toute façon, forcément, on échange tellement souvent. Ce qui est, t'as tout de suite mis en application sans vraiment chercher à comprendre, enfin, sans vraiment tout comprendre la logique, mais juste pour pouvoir tester et avoir du feedback et du data. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, tu as dit, tu utilisais ça en BP, c'est ça? En BP, hein? Tu C'était des disais, formations brevets fédéraux, premier, brevets deuxième, fédéraux, troisième. ouais, pardon. Ouais, en brevets fédéraux, et tu disais que tu voyais des déséquilibres partout et après c'était mieux. Ma question est, est-ce que ces déséquilibres sont normaux? Est-ce que sont communs? Quel est ton avis par rapport à cette question? Euh, alors, à l'époque, comme j'étais encore nouveau dans la neuro, je me posais peut-être pas ces questions-là. Maintenant, je me les pose, où je me dis, je vois tellement de personnes passer de en cabinet ou en formation, etc. On a tellement de suivi que là, je me dis, euh, c'est tellement individu dépendant. C'est tellement contextualisable, tu vois. Et c'est une de tes réponses favoris depuis les tout premiers quarts d'heure neuro. C'est ça dépend. Mais pour de vrai, ça dépend. Tu sais, ça fait réponse bidon, mais en réalité, ça dépend. Il y a pas deux choses qui sont similaires chez les gens. Alors, oui, sur certains patterns, on peut retrouver des déséquilibres qui sont plus communs parce que la plupart des gens, bah, tu sais, ils sont plus en chaîne de flexion qu'en extension. Donc, forcément, tu vas peut-être trouver des choses communes. Mais voilà, ça reste. Allez, peut-être quand tu commences à travailler avec quelqu'un, peut-être sur les 4-5 premières semaines, tu vas avoir des trucs qui vont être vraiment globaux parce que la plupart des gens viennent te voir avec des problématiques qui se ressemblent, mais après, tu vas devoir aller vraiment chercher spécifique. Excellent. Et, Ça, c'est Buffer, sportif complètement par de haut rapport à ce niveau. que, justement, c'est presque la suite par rapport à ce que je voulais dire, dans le sens où on sait que les boxeurs sont comme ça, tu vois. Ma question est, est-ce que c'est l'activité qui fait qu'ils ont une mauvaise posture ou c'est une mauvaise posture qui va les entraîner là-dedans? Et Bon. j'aimerais qu'on discute autour de ça parce que je dis ça parce que j'ai eu la discussion avec, je sais plus qui. Bon, j'oublie souvent, je vais à l'essentiel, tu vois. C'est par rapport à un coureur qui avait un RPT qui était toujours présent. Du coup, ma question est, est-ce que justement, est-ce que cette activité, est-ce que le RPT est, donc ceux qui connaissent pas RT, réflexe de protection des tendons, donc qui favorise, on va dire, cette phase d'appui par rapport au sol et ce renvoi, donc qui est entre guillemets un facteur de performance pour le coureur. Et du coup, en lien avec les boxeurs, parce que tu as eu beaucoup de boxeurs, j'en ai jamais eu, donc je sais juste qu'ils sont comme ça, tu vois. Et du coup, je voulais qu'on échange un petit peu autour de ça, par rapport à cette activité dépendance et cette norme qu'on dit, tes boxeurs, c'est normal que tu sois comme ça. Tes Hum. coureurs, c'est normal que tu sois comme ça, tu vois. Vas-y. Moi, je veux bien prendre l'exemple. Le même exemple que je vais te donner, je l'utilise aussi en préparation physique, tu vois. C'est quand on dit souvent, je vais prendre mon exemple allez, pour que ça soit plus simple. Moi, je suis pas quelqu'un de fort, tu vois. Je soulèverai jamais quelque chose de très très lourd. Et je suis pas non plus quelqu'un qui est très endurant. Je ferai jamais un marathon. Et je n'aime pas ça. Moi, je me plais dans des trucs où ça va être très court, très intense, mais il faut que j'ai une souffrance extrême. Mais parce que depuis que je suis tout petit, je fais des sports de combat. Et c'est des intensités très courtes où tu dois tout donner pendant un certain temps et après, bah, tu relâches. Bon, ça va bien avec mes troubles Ouais. de Non, désolé, j'ai d'autres déficit de blagues qui me l'attention. viennent en tête, tu vois. J'ai d'autres blagues qui me viennent en tête, mais Mais du coup, je pense que ce que tu fais depuis tout petit te rend spécifique. Hum, Tu vois. hum. Et donc, si tu cherches absolument à corriger un boxeur parce qu'il est là, il a les épaules arrondies, mais c'est son moyen de se protéger pendant ses combats. Tu vois. Et lui, depuis qu'il est tout petit, il fait ça, il ferme ses épaules, il les arrondit en avant. Ça va être compliqué. On va faire, dans ce cas-là, on va équilibrer, on va retravailler les chaînes d'extension, mais plus pour essayer d'harmoniser plutôt que pour essayer de réguler, parce qu'il aura quand même les épaules arrondies vers l'avant. Hum. Ça le façonne depuis qu'il est petit, tu vois, voilà, c'est sa canne. C'est ok. Ça me parle. Et il y a aussi un peu toujours cette mythe de posture parfaite que même peu importe ce que tu as, c'est qu'en corrigeant le travail neuro, ben, tu vas avoir une posture dite parfaite, équilibrée, tu vois. Mais ça me parle. Je reviendrai sur ce que une de nos élèves, Marie, tu sais, qui est kiné, disait, c'est à un moment elle travaillait avec une certaine méthodologie en posturologie qui prenait que tout le monde peut être équilibré, tu vois. Elle disait bah oui, elle mettait des outils qui permettaient d'équilibrer. Et elle avait des gens bah, qui étaient équilibrés. Donc tu sais, ils avaient les épaules droites, ils étaient équilibrés. Mais ça créait tellement de compensation ailleurs bah, que les gens ils se pétaient ailleurs. Donc finalement, est-ce que déjà le corps est fait pour être équilibré à 100%? On sait que d'office, si tu es droitier, tu auras tendance à avoir l'épaule droite un peu plus basse. Donc est-ce que tu as vraiment besoin d'aller rééquilibrer cette épaule pour créer des schémas de compensation qui seront différents, qui seront ailleurs, etc. Et est-ce qu'une posture peut vraiment être équilibrée sur le long terme avec tout ce qu'on sait, c'est sur
tout ce qui peut se passer dans les facteurs de la vie, c'est compliqué, quoi. Développe. Bah, t'as du stress qui vient tous les jours. Donc déjà, tu le vois sur la performance. Quelqu'un qui vient s'entraîner et qui est de bonne humeur, qui a appris une bonne nouvelle, il va tout déchirer à l'entraînement. Quelqu'un qui va venir alors qu'il vient de se séparer, il est flagada. Mais c'est exact. Mais ça influence l'entraînement parce que ça influence le système nerveux. Hmm. C'est tout simple, tu vois. Il n'y a pas de ah mais t'es pas bon parce que t'as sous-performé à ta compétition parce que t'étais pas dedans, parce que mentalement t'étais pas là. Non, mais son mentalement, c'est son système nerveux. C'est juste une expression de son système nerveux. Tout se passe au niveau du système nerveux. Donc, quand tu essaies d'optimiser ton système nerveux, eh ben, voilà, il faut pallier un petit peu aux problématiques de la vie de tous les jours. Ok. Du coup, pour toi, donc là, c'est à large. Là, on parle pour l'environnement par rapport à la performance. Mais selon toi, l'environnement at large, hein, tout l'environnement à proprement parler, a-t-il une influence sur ton système nerveux, mais également sur la posture, les réflexes archaïques, sur le système nerveux, etc. Hmm. Ouais, pareil, j'en parlais cette semaine encore avec des parents, tu sais, d'enfants qui étaient à mes stages et qui ont des troubles. Euh, et souvent, je me fais la même remarque. On parle de plus en plus de choses comme le TDAH, tu vois. Oh, les enfants, ils sont TDAH. J'avais expliqué déjà dans un précédent webinaire, j'avais rencontré un groupe d'ergothérapeutes là début juillet qui m'avait dit, oh, mais tu sais, sur une classe actuellement de 24 élèves, t'en as 20 qui ont des déficits l'attention ou émotionnels ou etc. Enfin bref, des troubles de comportement. Et, euh, et tu dis, mais ça, c'est pas nouveau le TDAH. Il y a plus d'un siècle, on parlait déjà on disait peut-être pas le mot TDAH, mais le ressenti du TDAH était déjà dans la littérature scientifique. Tu vois, il était déjà présent. Par contre, pourquoi actuellement, tu as plus de la majorité des élèves dans une classe qui a des troubles, tu vois, de neurodéveloppementaux, que ce soit des troubles 10, des troubles TDAH, etc. Ouais. Ok, il y a une part génétique, il y a une part peut-être des parents, il y a une part, mais aussi de tout, de ton éducationnel, comment tu vas être éduqué, de la télé, forcément, il va y avoir une part de, comment dire, je veux pas paraître ésotérique, mais tu sais, une part de, t'as la 5G partout, t'as comment ça s'appelle, dans les perturbateurs endocriniens, tu vois, il y a la bouffe, la qualité de la nourriture actuelle n'est pas la qualité de la nourriture d'il y a 30 ans, et ben tout ça, ça a un impact, tu vois. Hmm. Et c'est pas une chose qui fait que tu as un TDAH ou que tu as un trouble 10 ou que tu te comportes mal, que tu as des problèmes émotionnels. C'est un ensemble de facteurs. Donc, si tu veux retravailler dessus, il va falloir retravailler sur cet ensemble de facteurs. Ce qui me vient en tête, c'est, ben, ça rejoint un peu la réflexion qu'on a autour de l'environnement. C'est-à-dire que si tu as un environnement à large anxiogène, ben forcément, tu auras des réflexes qui vont être là pour te protéger. Il faut pas oublier que les réflexes sont là pour te protéger. Et je vais prendre l'exemple avec la personne que j'ai dit, que le coureur que j'ai, tant que la personne court autant et que la course est un facteur de performance, elle aura toujours son RPT. Tu pourras le diminuer un petit peu, mais le diminuer dans comment dire, sa présence dans le sens où il était néfaste, parce que la personne se blessait tout le temps, chaîne postérieure, mollet tendu, bout plantaire, etc. Donc oui, effectivement, il faudra travailler dessus pour pouvoir inhiber, on va dire, moi, j'ai pas le bon mot, mais bref, tu vois ce que je veux dire, la présence dont il a. Par contre, tant que tu ne changes pas son environnement ou sa manière de ce qu'il fait, ben, il sera toujours présent. C'est comme, et l'exemple que tu aimes bien toujours donner avec à Paris, bah, forcément, les mecs qui sont un petit peu plus stressés, tu auras peut-être, je dis bien peut-être, en fonction des personnes, etc., plus de chances de voir des réflexes dits émotionnels qui sont présents qu'une personne qui est zen, qui est au fin fond Ouais. du mont Toubouctou et tout ça, tu vois. Donc, Puis tu es dans une grande ville, tu as de la pollution, c'est beaucoup plus. ça. On fait quand même les effets négatifs. Voilà, rien que dans la littérature scientifique, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça pour se rendre compte des problématiques de la pollution, des perturbateurs endocriniens, etc., etc. C'est ça. C'est pour ça que lorsque tu travailles sur le système nerveux, pense aussi à moduler l'environnement ou au moins l'élément qui a fait ressurgir ces éléments néfastes pour toi. Mais Comme ça, complètement. Moi, quand je travaille en neuro avec quelqu'un, je suis quelqu'un, je travaille pas que sur l'aspect on fait des exercices neuro, tu vois. Il y a tout un environnement sur lequel il faut bosser, quoi. sauf ceux qui prônent que la pilule magique, c'est les RA ou la neuro et tout ça. Dans le sens où je prends l'exemple, Ouais, ça n'existe pas. dans le marathon que tu as fait avec Clément, et là, 100% raison, ceux qui sont spécialisés en neuro, ils disent, ouais, t'as des TDA, pour l'exemple que tu as dit, c'est parce que tu as des RA.
Ouais, c'est un petit peu plus complexe que ça, tu vois. C'est l'effet de Dunning-Kruger. L'effet de Dunning-Kruger, c'est ce que tu connais, ce que tu maîtrises actuellement, ça te semble une vérité, mais Mm. ça n'est pas une vérité. Tu vois, il y a tellement de choses qui sont sous-jacentes, enfin voilà, c'est tellement plus complexe que ça. Donc voilà, tu as des problématiques, des troubles neurodéveloppementaux. Oui, tu vois une résurgence de plusieurs réflexes archaïques, notamment le RTAC, etc. Mais c'est pas parce que tu as un RTAC que tu as des problématiques, des troubles neurodéveloppementaux. Tu as un trouble Mm. développemental, par contre, tu as un RTAC. Ça, on est OK, tu vois. Et l'inverse n'est pas forcément vrai non plus. Génial. Merci, on a balayé énormément de sujets. Euh, si, parce que là, on a quand même pas, donc tu as quand même une spécialité. Donc oui, à la base, c'est dans la préparation physique. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec les enfants qui Mm. sont dans la motricité, qui ont des problèmes d'apprentissage, etc. Mais qui, le mouvement est en lien avec. C'est juste un spectre qui est un petit peu différent. Si tu devais donner un game changer que tu as eu dans ton approche par rapport à le système d'entraînement que tu as aujourd'hui, un game changer. Un game changer, bah, c'est les suivis. Avoir des suivis. Ok. C'est le fait d'avoir beaucoup de suivis en cabinet, des consultations, des bilans, des suivis avec des gens. C'est ce qui m'a permis de changer à chaque fois ma façon de penser et de me dire que bah, je Hmm. maîtrise pas tout, que je connais pas tout. J'aime bien. Ça rejoint beaucoup ce que May a dit. May, il y a quelques jours Mailing, de ça. Mayline, ouais, pardon, Mayline Doval. C'était un peu la même chose. Elle disait que c'était l'expérimentation qui lui a fait euh, s'orienter vers de nouveaux axes, en fait, pour tout le temps avoir le plus de mais résultats. Et tant que t'es pas confronté oui. à la réalité. Moi, je suis désolé, si t'as pas plusieurs suivis avec des gens, tu peux pas savoir exactement ce qui va bugger parce que tu peux avoir 10 personnes avec la même problématique de base. J'ai mal aux épaules, tu vois, le truc qui revient tout le temps. Mais potentiellement, tu vas t'apercevoir au bout de 3, 4, 5, 6 mois que c'est d'autres facteurs qui bloquent. Et si tu ne fais pas ça, tu ne vois pas ça, tu loupes quelque chose. Et les suivis, c'est pas seulement, allez, tiens, je viens de me former, je fais 10K et j'ai 10K pratiques. Ah, ok. Et Je comprends pas là. je précise parce que 10K, ça peut vouloir dire C'est beaucoup de ça. choses. 10K pratiques et après, je fais plus rien. Non, parce que c'est le suivi dans le temps qui m'a permis de comprendre les changements aussi. Et je le dis souvent, les personnes que je suivais avant 2020 euh, étaient complètement différentes que les personnes que je suis après 2020. Tu vois, parce qu'il y a des changements qui font que voilà, il y a un stress émotionnel qui est apparu chez beaucoup de gens. Tu n'avais peut-être pas autant de problématiques chez les enfants il y a 10 ans en arrière. Et maintenant, oui. Et le fait, moi, en tout cas, ce qui m'a permis de m'orienter vers les enfants, c'est le fait d'avoir des enfants au cabinet. Alors que moi, je voulais pas du tout travailler avec les enfants au départ. Tu vois, Mhm. même avant d'en avoir un, j'étais anti-enfant. Je voulais pas toucher un enfant, tu vois. Et enfin, toucher dans le bon sens. Hein. On Je voulais s'entend. pas. Voilà. Et, et donc voilà. J'ai eu un enfant, ça m'a un peu facilité le truc, mais après j'ai eu des enfants au cabinet et je me suis dit bon bah finalement c'est pas si dur que ça, mais ils ont quand même de plus en plus de problématiques. Tiens, on va te proposer des stages pour les aider. C'était ça en fait la Hmm. réflexion à la base. Et donc oui, je me spécialise dans les enfants au fur et à mesure, et je me spécialise aussi beaucoup dans l'émotionnel, de par toutes les formations que j'ai fait dans l'émotionnel, la gestion du stress, ça qui est un gros facteur aussi que je hérite de la gendarmerie quoi. Oui, bon, on l'a pas dit au tout début, après les gens retrouvent dans le CV, tu as de la sophrologie, tu as de la PNL, tu es formé en hypnose et tout Ouais, ça, tout ça. Donc, gestion du mais bon, stress, gestion des conflits, j'ai fait pas mal de petites formations. quels sont les trois axes d'apprentissage trois axes d'apprentissage qui ont changé ta vie? Comme j'ai préparé le script, je me suis un peu préparé parce que Le mec, je il me a suis triché, préparé tu vois. juste avant, hein. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Pendant 2 semaines, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Il y a trois axes d'apprentissage. Je les ai préparés tout à l'heure, je ne sais pas si je me rappellerai tous. Mais bon, il y en a un, c'est sûr, c'est la neuro. C'est la chose qui a changé ma vie. Je suis passé quand même de, tu sais, quand j'ai construit la maison, je me suis dit, là, mon petit studio, ça sera mon studio de coaching sportif et de sophrologie, parce qu'à l'époque, c'est ce que je faisais. Euh, et au fur et à mesure, bah, j'ai découvert la neuro et j'ai dit, hop, stop, j'arrête tout. La neuro, c'est ce qui me parle le plus. C'est là où je vois des résultats enfin, énorme et flagrant. Donc voilà, la neuro, ça a vraiment été le game changer de ma vie. Et ça l'est encore actuellement, puisqu'on maintenant toutes les formations que je fais sont orientées vers la neuro. Neuro, réflexe archaïque, pour moi c'est la Système même chose. nerveux. Hein. Voilà, Système système nerveux. nerveux. Pour moi c'est la même chose. C'est la compréhension du système nerveux chez l'être humain.
Ça, c'est mon premier axe d'apprentissage. Mon deuxième axe d'apprentissage, ça a été la gendarmerie. Parce que ça a été un apprentissage de la vie. Tu vois? Quand tu es C'est jeune, beau tu as ça. 18 C'est beau. ans. Ben non, mais Ouais. je dis souvent, le gendarme qui arrive à 18 ans en gendarmerie, il se forme et 18 ans et demi, il voit ses premiers cadavres. Il voit Moi, j'ai jamais fait de cours de dissection. Par contre, j'ai déjà vu de la cervelle, tu vois. Et donc oui, la gendarmerie, ça a été une vraie école de la vie pour apprendre beaucoup de choses sur le stress, comment réagir face au stress. Quand tu te retrouves, surtout après quand tu es en unité d'intervention, tu te retrouves confronté à des situations complexes et il faut avoir un temps de réaction le plus court possible parce que bah, tu as une équipe qui est là avec toi et toi qui dois diriger ton équipe, tu es obligé d'être ultra lucide. Et quand tu es hyperactif, ça aide beaucoup, je pense. Euh, et le troisième axe d'apprentissage, j'ai oublié ce que j'avais marqué. Il y avait la neuro, la gendarmerie et le troisième axe d'apprentissage. Euh, je pense que c'est euh, apprendre, apprendre aux gens, tu vois, Ok. former des gens. Parce que quand tu formes des gens, tu fais tellement de recherches, c'est sur ce que tu vas dire, tu te formes tellement pour être crédible et tu pratiques tellement pour renforcer ce que tu vas dire aux gens que ça améliore tous tes apprentissages. Et on dit souvent, quand tu apprends quelque chose, le lendemain, tu perds 80% des choses, tu vois, que tu as apprises. Donc déjà, je les mets tout de suite en application dès le lendemain. Et en plus de ça, j'essaie tout de suite de me créer comme un mini truc de formation. Bah, tu vois, quand on était ensemble, sur la dernière formation réflexe archaïque qu'on a fait tous les deux ensemble, on était déjà là, pendant que la prof, elle parlait, Ouais. nous, on se faisait un petit tableau et on marquait, tiens, et on va le dire comme ça, et on va faire comme ça. Tiens, on va mélanger avec les outils qu'on a déjà. On essaie déjà de voir comment on pourra l'enseigner plus tard une fois qu'on aura mis en épreuve tout ça. C'est ce qu'on dit, c'est ton meilleur taux de rétention des connaissances et de toute façon l'enseigner. Et moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, non pas que je sois vieux, tu vois, mais durant mes années d'études, ce que je faisais à chaque fois, je disais, si je devais l'enseigner, tu sais, c'était même à la fac, tu vois, si je devais l'enseigner, comment est-ce que je le ferais, tu vois? Et ça me permettait tout de suite de synthétiser, enlever l'inutile, prendre ce qui est utile, regarder encore faire d'autres recherches pour avoir quelque chose qui est plus cohérent. Les gens me prenaient un Ouais, peu pour un fou et c'est pour ça qu'après on me demandait toujours mes cours à moi, mais ça faisait partie du jeu, tu ouais. vois. Puis ça te pousse, tu veux pas faire du copier-coller de ce que tu as appris. Et il faut que ton expérience serve à ce que tu vas donner aux Hmm. gens. Parce que ce qui parle le plus, c'est l'expérience. On enseigne, c'était qui nous avait dit ça? Je crois que c'était Fred Marcerou quand il nous avait invités, c'est sur son mentorat. Fred, il avait dit, oh les gars, ça fait plaisir parce qu'on voit Ah que vous ouais, ouais. pratiquez dans la vie de tous les jours. Mais parce que nos cas pratiques de tous les jours, c'est ce qui anime nos formations, c'est ce qui nous permet de dire, voilà, bah, tu vois, moi, la semaine dernière, là, je viens d'avoir une semaine avec plein d'enfants. Pour moi, une semaine de stage, avoir des enfants du matin au soir avec plein de troubles neurodéveloppementaux, c'est 6 mois d'expérience de gagner. La semaine d'avant, toute la semaine, j'étais blindé de rendez-vous. Donc, voilà, c'est beaucoup de pratique et c'est ça qui nous sert après pour l'enseignement. C'est une chose peut-être évidente, mais l'ABOMAP, motricité apprentissage, c'est quand même beaucoup toi et Clément qui l'avez monté ce module. C'est simple, c'est le fruit, oui, des connaissances, mais c'est simple, vous avez énormément d'enfants en suivi, en consultation, etc. pour ces problématiques-là. Et vous allez non pas parler uniquement de théorie, mais de concrètement ce que Ouais, c'est. c'est du Parce que concret. avec les sportifs, en vrai, il y a toujours la théorie et la pratique. On sait que ça peut être, c'est différent. Mec, un enfant, tu sais que tous ceux qui voient l'intégration des réflexes arrivent. Vas-y, fais des bercements. Vas-y, fais un gamin qui est TDAH, fais-lui tes bercements. On en reparlera juste après comment il est ton bureau. Tu vois, il y a la théorie et la pratique, tu vois. Et Tu c'est peux ça qui des est vachement fois, cool, tu vois. tu peux des fois, mais je te jure, il faut vraiment beaucoup cadrer. Et il y avait un enfant, c'était mi-juillet là, quand j'avais fait un stage. Il avait tout le temps la bougeotte, TDAH, de ouf, tu vois. Bon, non diagnostiqué parce que trop jeune, mais tu sais ce qu'il en est, quoi. Tu vois qu'il y a des problèmes. Et je lui fais les bercements. Je les fais à une certaine période, les bercements dans la semaine, parce que j'ai une logique de progression que j'ai mis en place, tu vois. Et, euh, et à la fin, il me dit, je me suis jamais senti aussi apaisé. Mais tu sais, il arrêtait pas de bouger. Il était sur le dos, il bougeait dans tous les sens. Je lui fais les bercements et je faisais les bercements. À la fin, je fais toujours de la relaxation aux enfants et je passe 1 minute, je fais bercement par enfant. Ok. Et il arrêtait de bouger, il bougeait plus du tout après.
Donc voilà. Excellent. Donc est-ce qu'après c'est un vrai TDAH ou ce sont des réflexes non intégrés? On n'est pas là pour Ça sera diagnostiquer, on est là pour ouais, travailler et puis ouais, ça sera le diagnostic appartient au neuropédiatre c'est et ça. nous on est là pour proposer des solutions et Exact. voir si ça fonctionne ou pas. Excellent. Écoute, merci pour tout aujourd'hui. Pour clôturer, si tu avais un conseil que tu donnerais aux gens à réaliser au quotidien, à tous les jours, ce serait quoi? C'est de passer à l'action tout de suite. Parce que combien de fois dans ma vie d'entraîneur j'ai entendu dire ouais, je te rejoins, je viendrai m'entraîner en boxe et tout, mais Ouais. d'abord il faut que je me remette en forme. Ou oui, je viendrai faire du cross-training, mais d'abord il faut tu sais, que je reprenne du cardio. Oui, je vais venir faire le séminaire en présentiel de la RNP, mais d'abord il faut que j'ai tout acquis. Ouais. Ou tu sais, des gens avec qui on parle et on leur dit, bah alors tu sais, t'as vu le cours d'introduction de la RNP qui est offert et c'est un super truc parce qu'il y a plein d'exercices. Et les gens, tu leur dis, alors, t'as testé un petit peu les exercices qu'il y a dans le cours d'introduction? Et les gens, ils disent, j'attends de tout connaître avant de tester. Mec, le jour où tu vas connaître le moins de petits détails sur ces réflexes archaïques, ça va tellement t'ouvrir une autre porte que tu vas t'apercevoir que tu ne connaîtras jamais rien. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu vas arriver à 60 ans et tu n'auras rien fait de ta vie et tu auras gâché les meilleurs moments de ta vie parce que tu n'es juste pas passé à l'action. Donc, enlève tes croyances limitantes, fonce et expérimente. Ça rejoint de toute façon ce qu'on disait, c'est que de toute façon, il y a la théorie et la pratique. En Hmm. théorie, c'est la même chose. En théorie. Donc, Voilà, t'as beau c'est bon, revoir ça. toute la théorie que tu connais, tant que tu mettras pas en application, tu n'auras toujours pas ce feedback qui va dire, en fait, cette subtilité-là, tu vois. Personnellement, je pense que la pratique est plus importante que la théorie. Pas dans le sens où la théorie n'est pas importante, parce que, tu vois, moi je dis souvent, Seb et, tout, et Romain, ils carburent puissance 1000 dans leur cerveau. Moi, il me faut beaucoup plus de temps pour comprendre. Par contre, quand Seb ou Romain parlent de notions, là, bah Seb, tu viens de faire un cours sur le mastermind, là, sur la partie 2 des nerfs crâniens. C'est, je pense, un des cours les plus évolués de la RNP et des mieux finis, tu vois. Et je m'entendais des notions, mais moi, je n'ai pas envie de me limiter à cette notion. Je reprends mes bouquins de neurosciences, je reprends des études scientifiques et j'essaie de comprendre tous les cheminements. Donc oui, la théorie, c'est important. Mais la pratique, dans la pratique, tu acquiers aussi des notions théoriques qui sont fondamentales. Donc, commencez déjà par pratiquer et la théorie, après, vous allez la chercher au fur et à mesure. 100%. Ça me parle. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce temps, samedi. Merci Samedi soir. pour Samedi l'invitation. soir. Ouais, avec plaisir. Hein, n'hésite pas à venir chez Labo plus souvent. Ah, cool. Ben, merci à tous d'avoir participé. Si vous avez des questions à Adrien ou à Labo, écrivez soit directement à Adrien, alias à K, a.k.a. Fightform57, ou à Labo et posez toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas. Merci Merci et bien. salut À tout le monde. plus. Salut.